Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Samedi Live, l'émission dédiée aux innovations en matière d'accès aux droits et aux solutions négociées. Aujourd'hui, un format un petit peu spécial puisque toute l'émission sera consacrée à l'interview et aux questions-réponses d'Ifa Cochteux-Goldery. Bonjour Ifa. Bonjour. Tu vas bien ? Oui, ça va. Alors, je rappelle pour tous ceux qui découvrent l'émission que Ifa est étudiante en droit à l'université Paris-Est Créteil en licence et qu'elle a eu une initiative très heureuse et que j'applaudis dès demain, qui est de développer des réseaux sociaux et notamment son compte YouTube. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, Géomancis Media, c'est ça Ifa ? Tout à fait. J'afficherai d'ailleurs l'information tout à l'heure pendant ton interview. On peut te retrouver aussi sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, tu as, je crois, près de 200 000 followers. C'est ça à peu près. Voilà. Et tu parles sur tes réseaux sociaux, tu ne parles pas de maquillage, tu ne parles pas de jardinage, tu ne parles pas de plein d'autres sujets, tu parles de droit. Et les gens adorent te suivre, les jeunes, pas seulement les étudiants en droit. Enfin les jeunes et les moins jeunes, mais en tout cas beaucoup de jeunes te suivent et s'intéressent au droit grâce à toi. Donc ton initiative me paraît vraiment très intéressante et je trouve qu'elle mérite qu'on s'y attarde et que chacun en prenne connaissance. Alors Ifa, est-ce que tu peux déjà nous dire comment tu en es venu à faire des études de droit, pourquoi tu t'es intéressé au droit et pourquoi tu as décidé de te lancer dans des études de droit ? Tout à fait. Alors, une grande partie de ma famille est dans le médical et quand j'étais jeune, je voulais suivre cette voie, très clairement. Initialement, j'étais plutôt intéressée par les filières de soins et quand je suis arrivée au lycée, j'ai compris que les matières scientifiques, c'était loin d'être pour moi. Donc, pourtant, je voulais garder cette notion d'aide à la personne et de suivi. Je voulais avoir une fonction qui a du sens et je voulais me lever tous les jours avec un but qui serait utile pour le monde. J'ai eu l'occasion de participer pendant le secondaire à des concours de plaidoirie. Et j'en suis tombée amoureuse, clairement. Et du coup, en rassemblant mes premiers intérêts et ceux dans quoi j'étais passionnée, j'ai choisi le droit. Et puisque j'ai fait une option particulière au baccalauréat, très clairement, qui était l'audiovisuel, je me suis dit que je voudrais travailler, pourquoi pas, en propriété intellectuelle et industrielle en matière cinématographique. Et donc, ça s'est fait comme ça. Donc, finalement, les études juridiques, ça me permettait également d'avoir une réorientation très simple. Donc, avoir un profil de juriste, clairement, ça passait dans toutes les disciplines, même si au final, je ne voulais pas faire du droit. On ne m'en voudrait jamais d'avoir fait 1 ou 2 années de droit dans mes études. Donc, j'ai choisi cette voie. Oui, c'est sans doute des études qui mènent à beaucoup de choses, qui ouvrent le champ des possibles. Et alors, tu parlais des concours de plaidoirie. Est-ce que tu peux expliquer de quoi il s'agit pour les gens qui regardent et qui ne connaissent pas forcément? Et peut-être dire aussi quelle place a la plaidoirie pour les juristes? Tout à fait. Alors, c'est très différent suivant à quel moment vous concourez et quelle typologie de concours de plaidoirie auquel vous participez. Certains concours sont vraiment une espèce de compétition avec les autres personnes avec lesquelles vous êtes, dans lequel on veut entendre le meilleur orateur sur un sujet particulier, soit que vous avez préparé en amont, soit que vous avez pioché 5 minutes avant, sur lequel vous devez convaincre. Donc, vaincre la personne en face de vous, très clairement. Et il y a des concours de plaidoirie qui sont simplement des concours d'éloquence. Donc, on vous écoute parler d'un sujet, d'une thématique plus ou moins libre et avec lequel vous êtes amis avec la personne avec laquelle vous passez. Ce n'est pas une histoire de concours. Tout le monde est à sa juste valeur. On est juste là pour vous entendre parler, tout simplement. Donc, en secondaire, c'était un concours qui était organisé par le Lions Club, une initiative qui permettait aux lycéens et au Bac+1, il me semble, de parler d'un sujet, une thématique très générale et de monter en niveau si vous avez
étaient sélectionnés par un jury qui était très diversifié. Donc, vous avez un juriste, un journaliste, etc. Et lorsque je suis arrivée dans les études supérieures, là, c'était plus une compétition. Donc, il y avait plus cette notion de convaincre. Donc, j'étais contre quelqu'un. Et là, pour le coup, notion de… je fais des études de droit, donc évidemment, du point de vue juridique, on veut savoir qui a les meilleurs arguments, qui est le plus fort. C'est le principe d'une compétition, en fait, sauf qu'il y a la notion d'oralité derrière. Voilà. Ah, Martin, je ne t'entends plus. Excuse-moi, c'est parce que j'avais coupé mon micro pour pouvoir taper le message qui s'est affiché et qui invitait tout le monde à poser ses questions. N'hésitez pas, si vous nous suivez, que ce soit sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter ou sur aussi Clubhouse d'ailleurs, puisque l'émission est en direct sur Clubhouse. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Clubhouse. N'hésitez pas à poser vos questions. Pour qu'IFA puisse y répondre. Je trouve que c'est très intéressant de savoir comment les études de droit se passent en 2021, en période de Covid. En plus, on aura l'occasion d'en reparler après. Mais voilà, c'est très intéressant. Et donc, ce que je disais, c'est que le fait de convaincre, l'étymologie même de convaincre est intéressante, puisque convaincre, c'est quoi? C'est convincere, ça veut dire vaincre avec, vaincre ensemble, mais ce qui veut dire qu'on va vaincre son interlocuteur, on va l'amener à admettre lui-même qu'il a tort quelque part. Donc c'est un petit peu ça l'idée si on s'intéresse à l'étymologie. C'est très intéressant de savoir le faire, c'est le cœur du métier notamment d'avocat, donc je ne vais pas vous dire le contraire, moi qui suis avocat, mais c'est aussi intéressant de savoir quand il ne faut pas le faire. Parce que parfois, il y a d'autres méthodes. Évidemment, c'est toute la question des solutions négociées. Dans les solutions négociées, on n'essaye pas de convaincre l'autre, on essaye de bâtir ensemble une solution qui répond aux besoins de chacun. Et pourquoi on s'intéresse aux besoins de l'autre? Parce que la solution sera pérenne. Si l'autre voit que la solution répond aussi à ses besoins, nécessairement, il ne la remettra pas en question. Donc voilà, il y a des moments où il faut savoir vaincre et c'est toute une partie du métier de l'avocat. Et donc les concours de plaidoirie, évidemment, ont toujours leur place chez les avocats. Il y a le concours de la conférence, notamment, qui est très connu. Et j'invite tous les gens qui nous regardent à aller voir au moins une fois dans leur vie. Alors en période de Covid, c'est peut-être pas l'idéal, mais une fois que ça ira mieux, d'aller voir le concours de d'aller voir une séance du concours de la conférence, c'est très intéressant. Et il y a plein d'autres concours de plaidoirie, et c'est vraiment un très bel exercice. Ça fait pas partie des études de droit, c'est pas obligatoire dans les études de droit, IFA en France. Non, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai cherché les concours d'éloquence et tous les ans, j'en ai fait un depuis que j'ai quitté le lycée. Ça doit faire 6-7 ans que j'en fais déjà. Ouais. Moi, j'ai découvert ça en fait en Angleterre, puisque j'ai fait 2 années d'études en Angleterre. Et en Angleterre, c'est obligatoire. C'est une matière qu'on appelle moot, et c'est ce qu'on appelle un faux procès. Et c'est un concours en réalité d'éloquence, et c'est obligatoire. C'est une matière qui est notée. On a une note à part entière dans cette matière. Donc en Angleterre, pour le coup, ils sont assez pragmatiques là-dessus. L'enseignement de la plaidoirie est une matière en soi. J'imagine qu'aux États-Unis, ça doit être pareil. Enfin voilà, si quelqu'un nous regarde et peut nous faire un retour sur l'enseignement de la plaidoirie dans les différents systèmes juridiques et dans les différents pays, ça pourrait être très intéressant. Alors, une autre question, c'est, on voit que tu partages justement cette passion du droit sur les réseaux sociaux, mais comment t'es venue cette idée? Parce qu'il y a, à ma connaissance, t'es une des premières à le faire, si ce n'est la première. Comment ça t'est venu l'idée de parler de droit sur les réseaux sociaux? Eh bien, comme je l'ai dit juste précédemment, je voulais faire de la propriété intellectuelle et industrielle en matière cinématographique initialement. Et lorsque je suis rentrée à la faculté et que je me suis renseignée sur les masters qui proposaient cette option-là particulière, les masters avec cette spécialisation-là étaient très difficiles d'accès et il fallait justifier d'un intérêt particulier pour la matière audiovisuelle et cinématographique. Donc, j'avais produit un film au lycée, j'adorais tout ce qui est autour des réseaux sociaux, évidemment. Donc, je me suis dit pourquoi pas. J'y ai beaucoup réfléchi. Donc, je voulais que ce soit de mon intérêt. Oui, je voulais justifier mon intérêt pour le cinéma et l'audiovisuel, mais je voulais que ça, encore une fois, ça ait un sens. Et j'ai trouvé que le droit était une matière très peu accessible, ou en tout cas, où on donnait l'impression qu'elle était très peu accessible. Et du coup, seuls les professionnels aguerris en parlaient. Il y avait des professeurs, des enseignements, des professionnels du droit,
Oui, mais pas d'étudiants. Alors que pourtant, en médecine, on en retrouve plein des étudiants sur la toile qui parlent de bio, etc. Et du coup, je me suis dit, pourquoi est-ce que le droit, c'est un sujet et un domaine qui ne peuvent pas être abordés par une étudiante ou un étudiant, puisqu'il est question de questions générales et les enseignements généraux qui sont donnés dès la première année, ça peut tout à fait être des choses qu'on peut partager sur les réseaux sociaux. On ne se prétend pas professionnel du droit, on parle de droit. Et du coup, la critique et l'actualité, c'était des choses qui m'intéressaient également, que je trouvais qui étaient un peu trop tabou. Et du coup, je me suis lancée concrètement dedans. Voilà. Et alors, tu as commencé par quel réseau? Tu as fait les trois, YouTube, Instagram et TikTok en même temps ou tu as commencé par l'un des trois? Alors, j'ai commencé par YouTube parce que initialement, le but était de justifier auprès du master. Donc, je voulais quelque chose qui était très officiel. Et il y a 4-5 ans, le plus officiel réseau social au niveau de la production en matière cinématographique ou audiovisuelle et sonore, c'était YouTube. Donc, je me suis d'abord lancée sur YouTube et je me suis retrouvée face à une communauté et des internautes qui, au début, étaient très faibles. Hein. J'avais très peu de personnes qui me suivaient, mais qui voulaient avoir des retours, avoir un lien plus simplifié avec moi et pas simplement m'envoyer un mail dès qu'ils avaient un problème ou qu'ils avaient une question ou me laisser un commentaire qui était assez anonymisé, etc. Donc, j'ai décidé de créer Instagram aussi pour faire évoluer mon contenu. Et finalement, l'année dernière, lorsqu'il y a eu le premier confinement, des nouveaux réseaux sociaux, notamment TikTok, sont apparus sur la toile pour la production visuelle, qui était beaucoup plus courte pour le coup, mais dans lequel on pouvait retrouver un algorithme beaucoup plus avantageux au niveau de la mise en avant du contenu. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas TikTok? De toute manière, j'aime bien les réseaux sociaux. Je passe ma journée dessus, donc autant y aller moi aussi. Au lieu de regarder le contenu, je vais aussi en produire. Hmm. L'idée, c'est peut-être que parce que, quand un réseau social arrive à maturité, il est beaucoup plus difficile de débarquer et de se faire une place sur un réseau social qui est déjà à maturité que sur un nouveau réseau social dont l'algorithme va nous mettre en avant. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait, exactement. Et surtout, on ne trouvait pas encore sur ces réseaux sociaux-là d'apport en matière de domaine de droit. On ne trouvait pas d'étudiants en droit qui proposaient du contenu déjà. Et du coup, quand je suis arrivée sur TikTok, et encore aujourd'hui, hein, pourtant, TikTok, c'est à la mode depuis 2018. Hein, mais on ne trouvait pas encore cette typologie de proposition de vidéo-là. Et du coup, je me suis dit, c'est un domaine à exploiter. Je vais également me lancer là-dedans. Puisque, Ouais, on reviendra après sur les contenus que tu crées parce que c'est intéressant, la stratégie et la réflexion que tu as eue dessus. Est-ce que aujourd'hui, il y a d'autres influenceurs que tu recommandes ou que tu connais en matière d'accès au droit et aux solutions négociées en France? Tout à fait. Donc, je connais peu de youtubeurs et influenceurs en droit, mais ceux que je connais sont très connus du coup. Alors, en solution négociée, à part toi, Martin, j'en connais pas. Alors, Donc, il y en a qui créent des podcasts en solutions négociées, mais c'est vrai que la vidéo, j'en connais pas non plus pour l'instant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je ne tout crains à pas la fait. concurrence, au contraire, la concurrence est la bienvenue. Des précurseurs. Alors, de manière générale, sinon, sur les réseaux sociaux, on retrouve Laura-Lise Bouvier, qui est une avocate qui est assez reconnue sur la toile, notamment et particulièrement sur Instagram, qui a 143 000 abonnés, il me semble. Jurixio, pour ses chaînes associées, c'est un chargé d'enseignement à l'université. Et également une juriste qui s'appelle Camille Descodes, qui saisit l'actualité et qui en parle aussi de manière juridique, qui est très intéressante. Et c'est pour ne citer que les plus connus, mais sinon on retrouve également pas mal, en tout cas sur Instagram par exemple, de studigrammes. Donc ça, c'est des Instagram d'études, très clairement, de droit, comme notamment la petite pénaliste ou des professionnels qui sont mis sur la D'accord. toile. Donc, tu nous as parlé de Laura-Lise Bouvier. Bonjour à elle si elle nous regarde. Tout à fait. Tu as Jurixio, aussi parlé de Camille Descodes, c'est Camille ça? Descodes, Jurixio, Jurixio, ça s'écrit comment ça, Jurixio? Jurixio. D'accord. Et le quatrième, c'était? J'avais la petite pénaliste qui est uniquement sur Instagram, mais si on veut retrouver des gens très intéressants également qui viennent d'Instagram et qui arrivent sur YouTube, il y a Rémi Dandan, par exemple, qui est également un avocat.
Rémi Dandan, d'accord. Donc, bon, ça se compte encore sur les doigts d'une main quand même, hein. Ah oui, tout à fait. C'est pas, Après, c'est voilà. peut-être moi qui suis pas suffisamment. Non, non, mais je partage la même conclusion, malheureusement. Donc, il faut que ça se développe. Il y a en tout cas de la place pour tous ceux que l'aventure tenterait, je pense. Exactement. Euh, alors après, il y a une émission sur YouTube faite par des, non pas sur, oui, sur YouTube, je crois, ou sur Facebook, par des juristes aussi, le Legal Sandwich Club. C'est des juristes d'entreprise et qui est assez intéressante aussi pour les juristes d'entreprise, mais c'est plutôt les juristes d'entreprise entre eux. Donc c'est pas véritablement l'accès au droit pour ceux qui justement ne seraient pas juristes ou qui ne seraient pas experts des domaines et des questions qui sont évoquées dans le sujet. En tout cas, moi, je pense que le rôle de l'avocat, c'est vraiment de participer à l'accès au droit. On doit rendre les choses faciles. On ne doit pas avoir peur de perdre une plus-value parce que bientôt tout le monde pourrait comprendre les règles de droit. Nous, on est là pour aider les gens à les comprendre, comme un traducteur, en fait, aiderait quelqu'un à comprendre une langue qui lui est étrangère. Les avocats doivent, à mon sens, faire un énorme effort pour que le droit soit accessible par tous. Et ça participe de la prévention, évidemment. Si on peut éviter les litiges, eh ben oui, tant mieux. Ne créons pas des litiges, il y en a bien assez. N'en créons pas en créant des incompréhensions du droit. Alors, si on revient à ton enseignement à la faculté de droit, donc toi, tu es à l'université Paris-Est Créteil, ex-Paris 12, mais au final, toutes les universités parisiennes et toutes les universités de France fonctionnent à peu près pareil. Est-ce que tu suis des enseignements de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire de tout ce qui est compétences relationnelles, tout ce qui est oui, compétences personnelles, on va dire. Est-ce que ça, il y a des enseignements qui vous aident à les développer à la fac ou pas encore? Alors, c'est un peu compliqué. C'est vrai que si, de manière générale, on me demandait quels étaient les soft skills qui étaient enseignés, je dirais qu'il y a l'autonomie avec la résolution de problèmes, la gestion du temps et du stress, et pour finir, la communication qui est associée à la motivation. Mais est-ce que c'est véritablement des enseignants? Est-ce qu'on a des cours pour nous apprendre à gérer ça ou à favoriser le développement de soft skills? Non. Par contre, on retrouve, même si on retrouve très peu d'enseignements en licence, sur l'intelligence émotionnelle ou l'esprit d'entreprendre. Et de manière générale, l'audace. L'audace, c'est pas du tout un sujet qui est abordé par la faculté, qu'on soit clair, et surtout pas en faculté de droit, je pense. Et cette année, avec la notion du distanciel, il y a tout de même eu ce besoin de la part des chargés d'enseignement, surtout de travaux dirigés notamment, de nous pousser à travailler en équipe, de travailler ensemble, et beaucoup moins, alors dans ma fac, ça n'existe pas trop, mais je vais généraliser, la notion de compétition qu'on retrouve beaucoup à la faculté initialement, c'était beaucoup moins présent cette année. Pourquoi? Pas parce que tout le monde était dans le même pétrin, si on veut. Donc, fallait plutôt être proactif et productif, et donc, pourquoi pas ensemble. Donc, il y a eu une valorisation du travail d'équipe, si je pouvais parler d'une soft Le skill. travail d'équipe, c'est une belle compétence relationnelle, mais finalement, c'est parce que c'est plus pour des raisons organisationnelles et pour que ce soit plus facile à gérer pour les enseignants qu'autre chose, que vous avez travaillé en équipe, c'est ça? C'est Ou est-ce du que c'est pro bono, vraiment... effectivement. D'accord. Bon, bah, en tout cas, vous avez quand même pu développer cette compétence-là. Donc, c'est un des bienfaits, si on peut dire, de cette crise sanitaire qui, évidemment, n'est pas facile à vivre pour les étudiants. Je pense que les étudiants sont les plus affectés par cette crise. Et je le dis et je le répète à chaque fois que j'en parle. Je n'aurais pas aimé avoir 20 ans en 2020, c'est très clair. Quand je compare la façon dont moi je vivais au moment de mes études et la façon dont les étudiants vivent aujourd'hui la crise, il est évident qu'il faut que la société soit solidaire avec les étudiants parce que voilà, parce que c'est quand même une jeunesse qui est en grande partie sacrifiée. Et puis, ce qu'on peut faire à 20 ans, on le fait pas à 30 ou à 40. Donc, c'est pas, on va pas se rattraper après, quoi. Hein. Donc, Exactement. voilà. Mais il y a quand même de bonnes choses aussi, malgré tout, qui peuvent arriver. Et si l'esprit d'équipe et l'intelligence collective ont pu se développer
au cours de cette crise, eh bien tant mieux. Donc sur l'accueil des émotions, des besoins, il n'y a pas d'enseignement dédié à ça, c'est ça? Non, il n'y a pas d'enseignement dédié à ça, en tout cas pas dans ma faculté, ou pas porté à ma connaissance. Potentiellement, de manière générale, sur l'ensemble du campus universitaire, il y a des enseignements qui sont proposés, sauf que la problématique, encore une fois, mais ça c'est une problématique de l'université de manière générale française, la publication et voilà, des possibles est très réduite. Et en fait, du coup, on ne sait pas qu'il existe certains cours. Moi, j'ai participé cette année, par exemple, à un atelier de traduction et plurilinguisme qui n'a pas pu être ajouté à mon contrat pédagogique parce que c'était un ECTS libre que j'ai dû chercher moi. Et heureusement que, parce que je me suis renseignée sur les parcours Erasmus, etc., je suis tombée sur cette page-là et j'ai vu qu'il y avait cette possibilité-là. Donc, c'est possible que ça existe, sauf qu'on n'est pas au courant. Oui, donc c'est pas mis en avant en tout cas si ça existe. Tout ce qui est Exactement. aussi communication, donc écoute active, reformulation empathique, tout ça c'est aussi des choses qui a priori ne font pas partie des matières fondamentales en licence Non, de droit en tout cas. exactement. Ok, donc il y a encore de très gros progrès à faire là-dessus. Est-ce que tu as quand même eu des intervenants qui venaient du monde réel, on va dire, du monde professionnel, des avocats, des médiateurs, des praticiens de processus collaboratifs? Alors, effectivement, on ne nous forme pas aux méthodes amiables. Cependant, à ma fac, du coup, à l'UPEC, la première fois que j'ai entendu parler du sujet, notamment de la médiation, où on parle de la médiation, pas encore des solutions négociées amiables, mais plutôt de la médiation, c'était en première année avec l'intervention d'un médiateur. Dans mon parcours universitaire, en première année dans l'université, il y a cette obligation de suivre une mineure qui s'appelle vie professionnelle, pendant laquelle il y a l'intervention de différentes professions du droit pour nous donner envie, pour poser des questions, pour nous informer. Et il y a notamment eu, la personne qui était chargée de cet enseignement-là a fait intervenir un médiateur, donc en pratique professionnelle. C'était une unité du coup à valider et effectivement là, on a pu entendre pour la première fois parler de la médiation, poser des questions et c'était très intéressant et voilà. Et c'est pour qu'on se rende compte, le volume horaire passé avec ce médiateur, c'est combien de temps à peu près? C'est 3 heures dans l'année. D'accord, ouais. Donc c'est bien, mais enfin, C'est voilà. pas suffisant. C'est peut-être pas suffisant. Oui, en tout cas, c'est un bon début, mais c'est court, quoi. D'accord. Exactement. J'appellerais ça de l'initiation, en fait. Je dirais plus que c'est pour nous donner envie. Après, au niveau de l'accessibilité, je sais qu'il y a quand même la possibilité de retrouver le professionnel par la suite si on en a besoin. D'accord. Et justement, cette intervention, elle a suscité un certain intérêt chez les étudiants ou est-ce que c'était trop court pour que ça suscite quelque chose ou est-ce que ça a quand même provoqué des réactions? Alors, je suis un peu partagée sur cette question parce que je trouve qu'à la faculté, on a quand même, en tout cas en licence française, on est particulièrement formé au contentieux. Donc, en fait, l'idée générale, c'est un peu individualiste. On veut d'abord savoir ce qui se passe pénalement, ce qui se passe. Enfin voilà, on ne réfléchit pas aux solutions d'entente et aux solutions amiables et négociées. Et si elles sont proposées véritablement comme possibilité de spécialisation à partir du master, alors que les étudiants n'ont pas du tout été formés avant, licence. Et je trouve que, enfin moi, la complexité, c'est que moi, j'étais déjà intéressée par le sujet. Donc, évidemment, je me suis intéressée au sujet. Après, j'ai fait une alternance dans une entreprise où j'étais en compliance. Donc là, j'ai eu de la médiation et tout. Mais c'est vrai qu'en première année de droit, quand on parle, enfin, le médiateur, c'est pas le premier métier auquel on pense quand on va en droit. Et c'est pas lorsque on regarde le cliché des études de droit, c'est pas ce à quoi les étudiants s'attendent lorsqu'ils viennent en droit. Ils s'attendent à un avocat, un juge ou un notaire, par exemple. Si on reste dans le cliché. Ouais. Ça vient peut-être aussi, alors je ne sais pas, mais ça vient peut-être aussi du fait que les enseignants, notamment des matières processuelles, donc procédure civile, procédure pénale, procédure tout ce qu'on veut, administrative, eh bien finalement sont universitaires, formés, connaissent très bien les règles et connaissent la jurisprudence sur le bout des doigts, mais sont rarement formés à la médiation et au processus collaboratif. Et parmi ceux qui y sont formés,
sont encore plus rarement praticiens. Et comme le processus collaboratif, la médiation, enfin les modes amiables en réalité, c'est principalement non pas des savoirs, c'est pas connaître le code de procédure, c'est des savoir-faire et des savoir-être. La difficulté, c'est que si les gens qui enseignent ne sont pas praticiens, ils peuvent pas nécessairement eux-mêmes être sensibilisés à ça, et encore moins sensibiliser peut-être les étudiants. Mais ce qui est sûr, c'est que le législateur adopte de plus en plus de lois qui incitent le juge à orienter les parties vers l'amiable. Parfois, dans certains cas, même on ne peut pas assigner sans avoir tenté un mode amiable, conciliation, médiation ou procédure participative avant même de pouvoir assigner. L'assignation étant sinon, enfin c'est considéré comme une fin de non-recevoir. Pour simplifier, on va dire que l'assignation sera considérée comme nulle. Donc, ça devrait venir, j'espère en tout cas. Oui. J'espère que cette évolution viendra. Mais ce que tu nous dis, c'est que pour l'instant, c'est pas encore le cas, quoi. Pas complètement en tout cas. Tout à fait, c'est pas encore le cas. Et on le voit bien notamment dans les pôles comme les cliniques juridiques où on n'a pas forcément des intervenants même sur la notion. D'accord. Et est-ce que tu sais si en licence, on vous incite déjà à suivre un DU, enfin s'il y en a un déjà, de modes amiables, pas de modes alternatifs, hein, pas d'arbitrage ou autre, mais bien de modes amiables tels que la médiation et le processus collaboratif? Parce que ça pourrait être aussi, moi je sais que quand j'ai été étudiant, on nous proposait un DU droit anglo-saxon. Et donc en parallèle de ma licence, j'ai fait un DU de droit anglo-saxon et j'ai fait aussi un DU de droit allemand d'ailleurs. Et c'est quand même des choses qui apportent des compétences transversales énormes dès le stade de la licence. Donc on pourrait tout à fait imaginer que des étudiants suivent un DU de modes amiables si ça fait pas partie du cœur du programme pour tout le monde, au moins que ce soit proposé à ceux que ça intéresse. Ça n'existe pas pour l'instant à ta connaissance? Très clairement, déjà, on ne nous propose même pas de DU. Donc, il n'y a même pas la notion de possibilité d'un DU des modes amiables. De toute manière, on ne propose pas de DU. Les étudiants, moi, sur mes réseaux sociaux, j'ai initié des étudiants à la notion de MOOC déjà. Alors, on ne parle même pas de DU, de MOOC. Et ils ne savaient même pas l'existence du MOOC. Alors que c'est des étudiants de 4e, 5e année pour certains. Donc, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème de communication des possibles et des possibilités quand même à l'université. Ah oui, je pensais que ça avait plus évolué que ça sur ces points-là. En tout cas, c'est très intéressant de voir ça. Et alors, au niveau, si on en revient maintenant à tes réseaux sociaux, comment tu mets en place tes contenus pour YouTube, pour TikTok et pour Instagram? Est-ce que c'est les mêmes contenus? Est-ce qu'il y a des choses que tu réutilises? Ou est-ce que tu dois créer à chaque fois des contenus différents pour chaque, parce que chaque réseau social nécessite une approche différente? Alors, chacun de mes réseaux sociaux a un but particulier. Donc, TikTok, c'est là pour un contenu très court, la thématique ou la vulgarisation assez drôle, plus voilà, il y a plus cette relation sympathique, on va dire, entre guillemets, avec les droits, si on devait résumer. Instagram, c'est là pour l'annonce de mes productions visuelles qu'on va retrouver sur YouTube. Les posts résumés, bilan, c'est plus un vecteur de communication. Donc, je suis plus là avec les étudiants pour faire des sondages, pour cerner comment ils vont, ce qui les intéresse. Et YouTube, c'est mon contenu plus long. Du coup, c'est une préparation de vidéo qui demande plus de temps et de réflexion. Et lui, c'est mon contenu qui reste, donc qui est publié par la suite. Donc, au niveau de la question de la thématique phare, ça reste toujours le droit et l'information sur tous mes réseaux sociaux. Par contre, l'actualité en droit, les études de droit, de manière générale, suivant le réseau social, je choisis plus ou moins un contenu à publier. Je suis une infopreneuse et je fais beaucoup de vulgarisation pour rendre le droit plus ludique et plus accessible. Donc, je choisis en fonction de la communauté et des possibles internautes qu'il y a sur les différents réseaux sociaux. Je pense qu'ils sont différents suivant mes réseaux sociaux également et ne cherchent pas le même type de contenu. Encore une fois, sur tous mes comptes, même si ma thématique générale reste toujours le droit. Alors, c'est intéressant, tu as dit que tu es une infopreneuse. Est-ce que tu envisages justement d'en faire une partie de ton activité, d'en tirer un revenu à terme de ce travail que tu fais pour faciliter l'accès au droit?
Alors, est-ce que ça deviendra un de mes travails? Je ne sais pas, mais par contre, pour résumer, je ne me vois pas faire qu'une fonction. Et je trouve, je trouve que ce que j'ai apporté au niveau de l'information, même si j'ai pas une grosse communauté forcément, etc., c'est important. Et j'ai besoin de ce relationnel-là, en tout cas avec les étudiants, et de savoir qu'il y a un intérêt derrière les problématiques du droit. Et je pense que c'est nécessaire que les étudiants, qu'ils fassent du droit, qu'ils ne fassent pas du droit, s'intéressent à cette problématique-là. Donc, je ne sais pas si j'en ferai quelque chose de monétisé, même si je suis monétisée sur tous mes réseaux sociaux, hein, quand même, faut le dire. Par contre, effectivement, je me vois pas arrêter mon contenu. D'accord. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. On verra, on te suivra. J'invite tout le monde à suivre IFA sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Le nom du compte, c'est Géomancis Media. C'est bien ça, IFA, hein, je dis pas de Tout à bêtises. fait. Voilà, Géomancis Media. Et suivez-la. Je vais afficher d'ailleurs l'information peut-être pour que les gens qui le souhaitent te retrouvent notamment sur YouTube. Voilà, si vous ne savez pas écrire Géomancis Media, ça s'écrit comme ça. Donc suivez IFA écoutez, pour voir comment son activité évolue. Mais en tout cas, c'est un super projet et je suis content qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à toi. Ça prouve que le droit peut être accessible et qu'il y a un véritable besoin pour les gens de comprendre leurs droits et leurs obligations. Et puis au-delà, peut-être aussi qu'ils sachent aussi que parfois ils peuvent trouver une solution amiable, mais ça c'est aussi, il faut déjà il faut déjà connaître son droit avant d'envisager une solution. Bien sûr, il ne faut pas sauter les étapes, il ne faut pas essayer de négocier sans savoir à quoi on a droit, mais c'est peut-être aussi important d'apprendre à négocier. D'ailleurs, il n'y a pas de cours de négociation, on a oublié de le dire, mais à la fac, vous n'apprenez pas à négocier. Hein. Contrairement à Harvard, si vous êtes étudiant en droit à Harvard, vous allez apprendre à négocier. En France, en licence, on n'apprend pas à négocier, on est d'accord? Non, on n'apprend pas. A priori, c'est malheureusement encore le cas, même pour la formation initiale et continue d'un avocat. C'est-à-dire qu'un avocat, même en formation continue, n'a aucune obligation aujourd'hui encore de se former à la négociation, ce qui peut paraître assez incroyable, mais c'est la réalité. En France, hein, je dis bien, parce que dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Je lance tout de suite les questions et on se retrouve après le générique. Alors, je vais prendre les questions qui ont été posées avant l'émission parce que je ne sais pas si j'ai un problème technique, mais je ne vois pas de questions posées aujourd'hui dans le live. Donc, c'est peut-être parce que le logiciel ne me remonte pas toutes les questions. Ça peut arriver parfois. N'hésitez pas à poser vos questions si vous nous regardez en live sur le chat. Je les ferai passer en priorité. Mais on a une personne qui nous demandait, est-il parfois possible, peut-on sensibiliser le grand public au droit via les réseaux sociaux? Donc, a priori, oui, de ce que tu nous disais, ça a l'air de marcher. Je rappelle quand même que tu as presque 200 000 followers sur TikTok. Et pourtant, sur TikTok, on pourrait croire que c'est pas ce qui intéresse le plus les gens, le droit. Tout à fait. Donc, 200 000 followers sur TikTok, je pense qu'IFA a brillamment démontré qu'il y avait un intérêt pour le droit. Est-ce que les formats type Instagram ou TikTok ne sont pas trop courts? Alors, si on s'en tient à une information précise ou de la vulgarisation, les réseaux sociaux, de manière générale, c'est très intéressant. Les Reels, notamment, et TikTok, mettent souvent en avant le contenu et même on retrouve certains cabinets qui sont uniquement digitalisés et comme Delitis Avocat, par exemple, sur TikTok, qui est uniquement sur TikTok, que je ne connais que sur TikTok, qui est maintenant sur Instagram également, et qui produisent du contenu effectivement autour du droit, qui font du droit sur TikTok, et qui est un cabinet uniquement digitalisé. Donc oui, je pense que les formats, il faut s'habituer au format. Hein. Des fois, les premières vidéos, c'est pas incroyable. Mais si on arrive à résumer l'information, c'est-à-dire que nous, on l'a bien comprise, on peut facilement la transmettre en 1 minute ou 30 secondes, comme on peut retrouver sur Reels Instagram. Et ça te prend combien de temps en moyenne de faire 1 minute de vidéo? Parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte du temps que ça peut prendre. Alors, ça dépend.
En fait, ça dépend vraiment du sujet. Mais si c'est 1 minute sur un sujet très précis, par exemple du droit à la déconnexion, comme j'ai fait sur TikTok, une vidéo qui a plutôt bien marché, j'ai eu 500 000 personnes qui sont intéressées au Le droit de la droit à la déconnexion. déconnexion, c'est le droit pour les salariés de ne pas être connectés en permanence comme une laisse électronique reliée à leur patron. Voilà, j'explique pour remettre le contexte. Tout à fait. Donc, quand j'ai parlé de ça, par exemple, là, il a fallu que je fasse des recherches en amont et que je vienne qu'avec des informations nécessaires et essentielles. Donc là, ça va me prendre un peu plus de temps. Ça va me prendre le temps que je regroupe l'information. Donc, je ne sais pas, peut-être 15-20 minutes. Mais si, par exemple, je donne un conseil ou je parle d'une fonction, notamment, je fais un jour un master de droit par Geomatis Media où je parle d'un master en 1 minute, enfin 30 secondes à 1 minute. Là, pour le coup, l'information est très simple, j'ai pas besoin de textes légaux, j'ai pas besoin, enfin bref, là ça met 100 minutes, enfin c'est très court. D'accord, donc c'est très variable. Ok, et ça dépend de l'expérience qu'on a sur le sujet et voilà, ça dépend de différents facteurs. Tu le fais souvent toute seule en fait, toi. Enfin moi, de ce que j'ai vu, la plupart du temps, tu interviens seule en fait, hein. Oui, je suis toujours toute seule, très souvent toute seule. Ce qui est aussi un gain de temps, euh, Effectivement, puisque tu n'as pas à préparer avec quelqu'un d'autre exactement. Alors, on nous demande aussi si les cours et stages des étudiants de droit se sont faits principalement à distance cette année et s'il y a eu des initiatives intéressantes mises en place pendant cette période. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça recouvre, donc sens-toi libre d'interpréter la question. Alors, donc effectivement, toutes nos études sont à distance. Dans ma fac, on peut retrouver des initiatives intéressantes favorisées par le distanciel, notamment la bibliothèque virtuelle de Marc Basile, par exemple, où le système des masters en ligne, de présentation des masters en ligne par les réseaux sociaux, notamment par les associations de l'UPEC, par exemple. Donc ça, c'est des initiatives que je trouve très intéressantes. C'est comme ça que j'interprète l'initiative. Et après, l'accès à la documentation en ligne, pour le coup, a été grandement valorisé et favorisé. Et les relations avec nos chargés d'enseignement aussi, pour certains, hein, pas tous. Hein. Ceux qui ont réussi à bien se connecter, ça a été favorisé. Mais pour rien vous cacher, c'est souvent beaucoup d'autonomie pour les étudiants. Et c'est une qualité et une problématique. Voilà. Ouais, bah oui, oui, c'est sûr que si les étudiants sont livrés à eux-mêmes, et voilà, c'est pas évident. Pour être très clair, est-ce que ça a été l'occasion pour vous d'apprendre à utiliser des outils de travail en ligne, comme par exemple Klaxoon ou Mural, ce genre d'outils très poussés qui permet vraiment de faire un travail collaboratif en ligne. Et on parlait des soft skills tout à l'heure. Là, on est vraiment sur des compétences relationnelles d'intelligence collective en ligne. Est-ce que c'est des choses que vous avez pu travailler, que des outils qui vous ont été fournis par la fac ou pas? Non, alors la faculté fournit très peu d'outils, c'était une problématique. On avait un endroit à l'endroit auquel les enseignants donnaient leur live, en fait, comme s'ils étaient en cours. Donc, on assistait à une classe, etc. On a utilisé Zoom, on a utilisé Teams, on a utilisé, enfin bref, toutes les choses de visioconférence, mais on n'a pas appris à traiter avec de nouveaux outils et on ne nous les a pas mis à disposition de toute manière. Donc, et les professeurs eux-mêmes, et pour beaucoup les chargés d'enseignement, c'est déjà compliqué avec Zoom et Teams. Donc, on commence déjà par gérer Zoom et Teams avant d'apprendre à utiliser de nouveaux outils, je pense. D'accord. Je vais reprendre une question qui va permettre de résumer ce qu'on a sans doute déjà évoqué, mais une dernière question parce que je vois que le temps passe. Quels soft skills sont enseignés aux étudiants de droit en 2021? Si tu devais résumer par rapport à tout ce qu'on a dit, finalement, quelles sont les compétences relationnelles qui sont enseignées à la fac, que ce soit en présentiel ou en période Covid? Selon toi, qu'est-ce qui est enseigné à la fac de droit aux étudiants? Alors, si je devais résumer et n'en citer que trois grandes thématiques de soft skills, je dirais l'autonomie de pair avec la résolution de problèmes, la gestion du temps et du stress, parce que moi, je trouve que c'est une soft skills. Et pour finir, la communication associée avec la motivation. Apprendre à savoir se motiver, savoir se pousser. Voilà. Et je Il y a un dirais petit peu d'intelligence collective quand même ou de travail en groupe. exactement le travail en équipe. Alors ça dépend beaucoup du contexte et encore une fois, beaucoup de l'enseignant également.
D'accord. Bah écoute, merci beaucoup IFA, merci de nous avoir consacré de ton temps. Je trouve que c'est très 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 intéressant de savoir ce que les futures générations de juristes ou les nouvelles générations de juristes suivent comme enseignement, comment les enseignements sont prodigués à la fac et la place que se font progressivement les solutions négociées. On voit qu'il y a encore une énorme marge, mais que il y a quand même, les solutions négociées ont mis le pied, on va dire, dans la porte. Maintenant, il faut encore l'ouvrir en grand et élargir. Peut-être aussi, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais avec notamment la place dans les cliniques juridiques, puisque dans beaucoup de facs se développent les cliniques juridiques. Il y a même un bouquin sur les cliniques juridiques qui vient de sortir, rédigé par un de mes confrères que je salue, et qui aide les étudiants qui souhaitent créer une clinique juridique à le faire. Donc peut-être que par le biais des cliniques juridiques, puisque les solutions négociées, c'est avant tout de la pratique, donc c'est pas un enseignement universitaire, c'est acquérir des savoir-faire et des savoir-être, et donc ça passe par de la pratique, donc ça passera peut-être par les cliniques juridiques, et chaque fac s'en dote progressivement, donc peut-être que toutes les facs auront bientôt un pôle solutions négociées au sein de leur clinique juridique, c'est ce que je souhaite en tout cas. On le souhaite, oui. Voilà. Merci beaucoup IFA. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez retrouver IFA sous le nom Géomancis Media sur YouTube, Instagram et TikTok notamment. Et puis vous pouvez aussi l'ajouter d'ailleurs sur LinkedIn. Voilà, elle est aussi présente sur LinkedIn. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci IFA. Merci à tous ceux qui nous suivent. Et très bon week-end. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès au droit et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là,